Vous êtes le directeur général de Odis, Observatoire du dialogue et de l'intelligence sociale. C'est quoi, c'est un think tank? C'est à la fois un think tank, un centre de recherche et de conseil, une ONG qui a pour objet d'organiser le dialogue et l'intelligence sociale dans la société et dans l'entreprise. Qu'est-ce que c'est l'intelligence sociale selon vous? Ça consiste à comprendre le lien social et à définir comment construire un lien social de meilleure qualité pour faire en sorte que tout le monde tende plus vers un meilleur niveau de vivre ensemble et de réussir ensemble. Alors ça tombe bien parce qu'on parle beaucoup de la grève à la SNCF, vous en doutez, c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes là. Vous vous êtes sans doute demandé si cette grève à la SNCF aujourd'hui était une spécificité française. Est-ce qu'en gros ça n'arrive que chez nous? Alors, ça arrive aussi ailleurs parfois, mais ça arrive souvent ici, parce que nous avons du Je crois mal. qu'en 45 ans, il n'y a pas eu une année sans grève à la SNCF. C'est ça. Parfois, il y a des années où il y a peu de grèves, parfois c'est beaucoup, on va voir cette année, mais globalement, nous ne sommes pas dans un flux de co-construction, dans un flux de vrai dialogue. Alors, il y a du dialogue entre les acteurs institutionnels, néanmoins, un vrai dialogue, ça suppose d'entendre tout le monde. Oui. D'entendre en l'occurrence là non seulement les agents, mais aussi les usagers, mais aussi les contribuables. Les mais usagers, aussi, on les entend, hein, ils sont... et les riverains qui sont concernés, les personnes qui seraient concernées si le train n'existait pas, même si elles ne prennent pas elles-mêmes le train, mais qu'elles bénéficient de ce qu'il permet de faire en termes d'aménagement du territoire. Donc il faut, pour organiser un vrai dialogue, donner la parole à tout le monde. Et si on ne donne pas la parole à tout le monde, alors évidemment les personnes à qui on n'a pas donné la parole en amont détiennent peut-être des informations, détiennent peut-être des propositions, des expériences qu'on ne peut pas intégrer correctement dans la réflexion, et peut-être même que les dirigeants l'ont intégré correctement, les ont intégrés correctement dans la réflexion, mais il faut que tout le monde intègre tout dans la réflexion pour comprendre ensemble ce dont il s'agit et définir ensemble ce qu'il faudrait faire. Mais là, pardonnez-moi, comment dirais-je, les porte-flambeaux des syndicats, des fédérations de cheminots, on les entend, les usagers, on les entend, la parole du gouvernement, elle est donnée. Et en plus, c'est pas un vrai dialogue. Voilà, et alors, il y a, j'entendais l'autre jour un cheminot, en tout cas un porte-parole d'un cheminot, dire on a eu 20 réunions en l'espace de quelques semaines au ministère des Transports, et on a toujours une réunion de plus, et on ressort, et il n'y a jamais de réponse. Oui, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de faire en sorte que certains viennent poser des questions, viennent livrer leurs revendications. C'est Georges Marchais, vous avez vos questions et j'ai mes réponses. J'ai l'impression qu'il y a un dialogue frontal et qu'il ne se passe rien. Il faut sortir de ça. En fait, il faut révolutionner la méthode. La méthode de dialogue n'est pas la bonne. Je ne parle pas de ce gouvernement. Oui, vous parlez en général. Depuis toujours, dans la société française, nous ne savons pas dialoguer. Mais pourquoi? Alors, d'abord, en quoi ça consiste? C'est entendre tous les faits, toutes les idées, tous les types d'acteurs, et faire en sorte non seulement que les dirigeants entendent tout, mais que les dirigés aussi entendent tout. Que l'on puisse ensemble bâtir un raisonnement de meilleure qualité. Alors, ça, on s'en doute, mais pourquoi? Alors, parce que dans notre société française, nous confondons le bien et le mal d'une part, et la réalité d'autre part, le possible et le souhaitable. Pourquoi? Parce que nous avons fusionné les deux formes de pouvoir qui constituent toutes les civilisations, qui sont le pouvoir à caractère temporel et le pouvoir à caractère spirituel. C'est-à-dire? Ça vient du sacre du roi. Quand on a un roi qui est sacré, à ce moment-là, il occupe deux sièges. À la fois, il prend les décisions de lever l'impôt, de faire la guerre, de mettre en prison ou de sortir de prison, et en même temps, il dit l'idéal. Il dit ce qu'il faut faire dans l'absolu. Or, conjuguer les deux, en même temps, être capable de dire « je tiens à affirmer ce qu'est l'idéal et je veux que cet idéal advienne », et puis se coltiner les contingences de la réalité avec les budgets qui ne sont pas enfin, on est quand même dans un système démocratique avec un suffrage universel, on a un président de la République avec une constitution. Et ça ne constitue pas... Et là, en vous entendant, on a l'impression que vous parlez d'un monarque, du fait du prince. Je ne parle pas de notre gouvernement actuel, du chef de l'État actuel, même de ce qui se passe en ce moment. Même du système. Nous avons affaire à un système d'information qui permet à chacun d'accéder à toute l'information en temps réel, et non seulement d'accéder, mais de réagir.
Et donc on a techniquement la possibilité de s'exprimer et de partager l'information. Mais ça passe devient pas. une attente culturelle, cette attente devient culturelle non pas seulement en France, dans le monde entier. Et donc il va falloir structurellement apprendre à prendre en charge le plus vite possible les faits, les idées, les expériences, les propositions des uns et des autres. Mais et ça, si on n'est pas capable de faire ça, comment on fait? eh bien alors ça veut dire que avant de lancer une réforme, Oui. on ne travaille pas seulement avec un petit groupe d'acteurs, fussent-ils les plus grands experts et les représentants institutionnels. On doit aller sur le terrain, consulter de façon à faire remonter toutes les informations. C'est ce que font les experts que vous citez. Sauf que ce qu'ils ne font pas ensuite, c'est qu'ils ne mettent pas en équation ce qu'ils ont trouvé. Il ne faut pas attendre de l'expert qu'il pose... Ils ne servent à rien alors. Non, pas du tout. L'expert doit poser un diagnostic qui n'a pas pour objet de faire en sorte que les décideurs puissent prendre des décisions. Les diagnostics des experts doivent avoir pour objet de mettre en équation les termes du débat pour faire en sorte que sur la base des diagnostics réalisés par les experts, on puisse organiser un vrai débat. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de dégrossir ce qu'on appelle le chaos administratif. Administratif et institutionnel. Il faut repenser le rôle du chef de l'État, le rôle du gouvernement. Trop souvent, Mais de on quelle les façon? confond un petit peu. Est-ce qu'on est trop dans un système parlementaire? On est trop dans un système exécutif? On n'est pas assez dans un système parlementaire. En France, et je ne parle pas encore une fois de ce gouvernement ou de ce Vous chef savez de très bien l'État. pourquoi on a fait la 5e République, c'est parce que c'était le chaos sous la 4e et qu'on Oui. changeait de gouvernement à peu près tous les 6 mois. Et en même temps, vous savez qu'il y a un président et un Premier ministre. Le président, c'est le chef de l'État. Le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement. La répartition des rôles consiste en quoi? Le chef de l'État dit le juste à long terme. C'est le garant de la cohésion nationale. Le chef du gouvernement prend les décisions au quotidien. À partir du moment où le chef de l'État rentre dans l'arène du débat quotidien sur toutes les réformes, il occupe en fait la place de chef du gouvernement. C'est ce qu'on avait avec l'hyper-président. Et s'il ne le fait pas, il devient un inaugurateur de chrysanthème, et je reprends une expression de la 4e République. Eh bien, il faut réinventer le rôle du chef de l'État. Alors, je vous dis, le chef de l'État n'est pas inaugurateur de chrysanthème, ni non plus le gestionnaire. Le gestionnaire, c'est le Premier ministre, ou bien il faut prendre la décision de fusionner les deux rôles. Il faut que le chef de l'État... Ce qui existe dans d'autres pays, d'ailleurs. Ce qui peut exister, mais à ce moment-là, il y a d'autres pouvoirs et d'autres contre-pouvoirs ailleurs, alors qu'en France, on a un chef de l'État qui dirige en fait le gouvernement, puisque le gouvernement se réunit sous sa présidence toutes les semaines. On pourrait dissocier les deux rôles et affirmer pour le chef de l'État, le sens, le garant du sens. Et déjà, ça serait une première étape. Ce serait une première étape. Deuxième étape, faire en sorte que le Parlement ait plus de pouvoir en organisant le débat, en faisant en sorte que chaque parlementaire, dans sa circonscription, sur la base du travail des experts initial, qu'on puisse remettre à chaque parlementaire une carte des faits et des idées, une carte des acteurs, et qu'on puisse donner la possibilité à chaque parlementaire d'organiser un vrai travail de débat dans sa circonscription. L'ecclésia grecque. Et oui, c'est ce qu'il faudrait faire. Bah oui, enfin bon, ça nous ramène quand même à quelques siècles. Et alors, ça a marché, alors ça a marché pendant un temps, et ce qu'il nous faut, c'est donner la parole aux citoyens. Quand on est en République, le roi, ça doit être le citoyen. Au moment de la préparation de la réforme, le citoyen doit être consulté. Le citoyen n'est pas consulté. Encore une fois, il ne faut pas personnaliser avec ce gouvernement ou ce chef d'État. Il faut chercher les conditions qui vont permettre à tous les acteurs d'entrer dans le débat pour faire part de leur propre expérience, leurs propres idées, leurs propres propositions. Eh bien, merci de vos lumières, Jean-François Chantaro. C'est un plaisir de dialoguer. On pourrait parler comme ça encore pendant des heures. J'ai plein de questions à vous poser, malheureusement le temps presse. Et on organisera. Vous reviendrez sur Europe 1, c'est passionnant. Merci de rester avec nous, 22h23 dans un instant, l'actualité boursière. Bonsoir. Europe 1.